bienvenue dans Elles agissent, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les choses. À chaque épisode, je donnerai la parole à une femme pour qu'elle nous présente son univers, son métier, ses convictions. Ce sera aussi l'occasion pour elle de nous parler d'un sujet en particulier qu'elle affectionne ou qu'elle souhaite nous présenter. Ce sont des femmes inspirantes qui nous poussent à nous interroger, à réfléchir, à avancer. Et moi, à chaque fin d'épisode, je suis vraiment motivée pour agir et j'espère que ça sera pareil pour vous. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous partage cet échange avec Nathalie. Après des longues études, Nathalie devient docteure en biologie. Un chemin tout tracé, allez-vous me dire ? Eh bien, pas tant que ça, parce qu'après avoir commencé à travailler, elle ne s'est pas entièrement épanouie. Et c'était de moins en moins en fait une évidence. Ses envies ont changé, elles ont mûri, elles se sont affirmées même progressivement pour devenir celle qu'elle est maintenant, phytoaromatologue et bientôt naturopathe. Au démarrage, ce changement s'inscrivait dans une volonté d'évolution personnelle, une vie plus naturelle, une hygiène de vie plus saine. Et donc elle revient dans cet épisode sur le déroulement de ce changement, cap par cap, pour arriver à se révéler pleinement comme elle est aujourd'hui. Et désormais, elle est une femme épanouie, tournée vers la nature et l'humain, des sujets qui lui tiennent à cœur. Mais Nathalie est encore en réflexion sur des améliorations dans sa prise en charge, dans son quotidien, pour toujours considérer la personne dans sa globalité, et aussi adopter une démarche toujours plus éco-responsable. On évoque aussi son engagement particulier autour des sujets féminins, et plus précisément de son travail pour améliorer la compréhension des problématiques hormonales dans sa globalité. Changer oui, évoluer toujours, mais pas sans oublier son éthique, et lier la science et la tradition pour en tirer le meilleur. Ce sont les objectifs que s'est donné Nathalie. Bonne écoute! Salut Nathalie! Bonjour. Je suis ravie de te recevoir parce qu'on voilà, on a déjà échangé ensemble en live sur le même format donc d'Elles agissent live et maintenant donc tu t'exerces au format podcast. Est-ce que tu te sens plus à l'aise déjà? Oui, disons que je sais que ça va être enregistré, que c'est pas du direct, donc c'est C'est mieux. et puis j'ai déjà eu la première expérience et je sais que ça s'est bien passé, donc ça va. Bon, bah, tant mieux. En tout cas, on est là pour parler de toi, pour parler de tes domaines d'activité, de ton parcours qui est déjà riche. Je dis déjà parce que tu es jeune et que voilà, il est pas il est loin d'être terminé, mais en tout cas, voilà, tu as un vrai parcours à nous présenter. Pour commencer, est-ce que tu veux bien justement te présenter toi, nous dire qui tu es, comme tu le souhaites, mais en tout cas personnellement et professionnellement, qui es-tu Nathalie? D'accord. Alors déjà, merci aussi de me donner la parole et de me réinterviewer une 2e fois. Heu, Comment commencer? Je suis docteure en biologie au départ, enfin j'ai fait des études, ingénieure, docteur en biologie. J'ai travaillé en labo de recherche, donc en milieu académique, puis en entreprise. Hem Et puis j'avais continué à cheminer, à avoir d'autres petites choses qui m'intéressaient, mais au départ beaucoup pour moi. Plutôt aromathérapie, phytothérapie, c'était des domaines qui me passionnaient, j'avais envie de creuser, je le faisais voilà, sur mon temps libre, mais pour moi. Et petit à petit, je pense qu'il y a eu une double constatation où ce que je faisais dans mon métier ne me convenait plus tout à fait, enfin il n'y avait plus le sens que j'avais envie de faire au départ, j'y retrouvais plus la motivation. Euh, et puis progressivement, j'avais continué à me former un peu de plus en plus en aromathérapie, phytothérapie, et puis en discutant avec mes professeurs, avec des personnes déjà formées et installées, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas peut-être en faire aussi mon métier. Il y avait cette constatation-là, et puis aussi parce que je l'ai utilisé beaucoup pour moi, où j'ai été face à certains troubles hormonaux notamment, et où ça m'a beaucoup aidée, où j'ai vu une autre vision des choses, de m'accompagner un petit peu en termes de santé et d'hygiène de vie plus naturellement. Et du coup, je pense que tout ça a fait aussi sens pour me dire, je vais en faire mon métier, ou je vais essayer en tout cas de développer une activité autour de ça et de quitter le monde de la recherche. Mais au départ, tu te formais, est-ce que tu te projetais déjà dans l'idée de tout plaquer? Non, je pense, Mmh. ou peut-être au fond de moi, mais j'en avais pas encore vraiment conscience. Enfin, Tu complétais? ouais, je complétais pour moi, j'essayais de me former pour moi. C'est vrai que même après ma thèse, j'avais déjà eu cette remise en question de me dire: «Ça me convient pas, je veux autre chose». Et puis je pense que c'est confortable aussi. Je sais que c'était un métier où bon, bah, il y a une certaine sécurité de vie aussi. Je me suis dit: «Bon, je mets quand même pas tout de côté». J'ai fait ces grosses études. Heu,
parce qu'on a aussi ces questions, bah, familiales ou sociétales de se dire: «Bah, on a un parcours, on a commencé quelque chose, c'est aussi beaucoup d'années». J'ai eu le financement moi aussi, ben, de mes proches ou de mes parents et de me dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais pas tout fermer cette porte et repartir sur dans quoi est-ce que je m'engage?» Donc j'avais quand même été, voilà, rechercher du travail en entreprise où je suis quand même restée 2 ans et demi. Et ouais, je pense que j'ai fini par me dire que c'était pas pour moi, que ça allait pas. C'était aussi une période de transition avec le Covid où je pense qu'on est beaucoup à s'être reposé, pas mal de questions sur notre vie, nos choix, ce qu'on voulait faire, professionnellement et que ça soit peut-être plus en accord aussi avec nos valeurs. Et je pense qu'il y a un moment donné où je me suis dit: «OK, c'est peut-être le moment, je vais essayer». Il y a entre guillemets «rien à perdre», non plus, mais je pense que je le regretterai si je me lance pas et si je continue à aller à un travail où ça ne me plaisait pas, où je m'y retrouvais plus. Et tu parlais justement de ton entourage qui avait aussi contribué à tes études, à financer tes études. Comment ils ont réagi quand tu leur as dit? Est-ce que, ça a été quelque chose d'important pour toi d'avoir ou non, enfin voilà, leur soutien? Je trouve c'est important de savoir les réactions et l'importance que ça a pu avoir, pour toi. Ouais. C'est assez mitigé, je pense qu'il y a des personnes à qui j'en ai parlé rapidement, peut-être mes amis, mon compagnon, qui m'ont tout de suite soutenue et encouragée parce que je pense qu'ils voient aussi de la mal-être dans lequel j'étais dans mon travail actuel et où ça allait pas. Après ma famille, moi-même, je me suis mis un petit peu plus de réserve parce que j'avais un peu peur de l'annoncer, de savoir comment ça allait être pris derrière. Et alors, même si au début, je pense que c'était une grande surprise pour eux, et puis je pense qu'il y a toujours le côté où on a envie que ses enfants aient une situation assez stable, où tout se passe bien, et puis me voir me lancer dans quelque chose qui n'est pas non plus très connu, pas forcément reconnu non plus en termes de diplôme. Donc je pense que ça a fait peur, et forcément, mais ils m'ont pas mis de bâton dans les roues du tout, et je pense qu'ils m'ont encouragée, puis m'ont soutenue. Ouais, si c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, je pense que ce qui leur tenait surtout à cœur, c'était que je fasse quelque chose dans lequel je me sente bien. Et comment ça s'est passé alors la rupture, la transition, quitter le monde professionnel, est-ce que ça a été compliqué? Oui et non, je pense que moi j'avais fait mon choix dans ma tête, donc c'était OK, c'était acté. Après avec mon entreprise, ça voilà, peut-être pas forcément été évident. J'ai mis un petit peu de temps, voilà, à l'annoncer correctement, à mettre en place les choses, mais j'ai quand même eu le droit à une rupture conventionnelle, donc ça m'a aussi permis d'avoir une certaine sécurité derrière et de ne pas me lancer, sans rien, donc pour le coup, je pense que ça s'est bien fait, ouais. Donc quand tu as quitté ton entreprise, tu étais déjà formée, tu étais déjà diplômée? Ou il Oui. te restait encore des diplômes à passer? J'étais déjà diplômée en aroma, j'ai tout ce que j'ai fait en phytothérapie, mon cursus actuel de naturopathie, donc là, voilà, je suis pas encore diplômée non plus. Donc il y a des choses que j'ai continué de faire après, mais j'avais déjà un premier diplôme, ouais. Donc maintenant tu es phytoaromatologue. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Oui. et en quoi ça consiste concrètement? Oui. C'est vrai que c'est des termes, C'est voilà, pas encore comme tu l'as souligné, on le connaît pas encore. On connaît pas encore bien ce métier, donc on a encore besoin de le définir, ouais. c'est ça. Alors, en fait, on peut parler d'aromathérapeute ou aromatologue. Aromathérapeute, c'est vraiment des médecins donc qui ont suivi un cursus de médecine et qui se sont formés ensuite à l'aromathérapie. Donc moi, je ne peux pas avoir ce titre-là, parce que j'ai pas un doctorat en médecine. Donc je suis aromatologue ou voilà, conseiller en aromathérapie, un petit peu selon les formations. Ça veut dire travailler avec les huiles essentielles. Et j'ai associé voilà, phytoaromatologue pour lier un peu les deux, puisque je suis aussi formée en phytothérapie, donc l'utilisation des plantes pour leurs propriétés thérapeutiques, bien-être. Voilà. D'accord, donc là, ton doctorat en biologie te sert? Oui, oui. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je pense que ça a été plus facile à accepter aussi par mes proches, et que je reparte pas non plus à l'opposé de ce que j'avais Oui, fait. on se dit quand même, il y a une continuité, ça rassure peut-être, ça Ouais. les a rassurés de se dire, voilà, elle claque pas tout, tout ne change pas. Je change pas, je remets une autre direction, enfin je rapporte surtout pour moi un côté plus en contact avec la nature, en contact avec l'humain, qui me tenait à cœur. Et puis tout ce que j'ai fait avant me sert et m'a beaucoup servi dans mes formations. Ouais. Toutes les connaissances que j'avais en tant que docteur en biologie ou ce que j'ai fait avant de scientifique, que ce soit même pour la lecture d'articles scientifiques, cette connaissance de la bibliographie, ça me sert au quotidien tous les jours. Donc c'est absolument pas perdu et j'ai pas mis de côté tout ça. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça a été, plus facile pour toi ou en tout cas tu as eu plus de crédibilité dès le départ, par, ton bagage? Oui,
Et on me l'a souvent dit aussi, je pense que j'ai eu de la chance. Je travaille dans 2 centres, en région lilloise où les professionnels de santé avec qui je collabore et puis qui m'ont embauchée aussi au sein de l'équipe, m'ont fait confiance aussi là-dessus parce que j'avais un bagage scientifique, au départ, oui. Donc j'ai eu de la Ouais. chance. Est-ce que tu peux, oui, nous expliquer plus, précisément comment une prise en charge est faite, en fait? Voilà, comment se passent tes séances et puis, pourquoi on vient te voir et concrètement, qu'est-ce que tu appliques? Parce que voilà, ça aussi, ça peut être un peu, flou encore. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je fais effectivement Qu'est-ce quand que je tu fais? suis Voyons. C'est assez varié. Après, moi, je le résume sur c'est vraiment, prendre en compte la personne dans sa globalité. C'est aussi pour ça que j'ai continué par des études de naturopathie parce qu'elles apportaient ce côté-là de ce qu'on appelle un peu l'holisme, de prendre en compte toute la personne dans son entièreté, que ce soit au niveau physique, émotionnel. Donc on vient me consulter pour une problématique donnée, soit pour, voilà, pas forcément parce qu'il y a une pathologie, ça peut être juste voilà, remettre un petit peu plus de vitalité dans son quotidien, des troubles du sommeil, des douleurs, ou alors on a des questions sur son alimentation, on n'a pas l'impression que ça nous convienne complètement. Et puis moi, autour de ça, donc, on fait ce qu'on appelle une anamnèse, donc un questionnaire un petit peu voilà, sur un bilan alimentaire, sur est-ce qu'il y a une activité physique, comment se passe le sommeil, est-ce qu'il y a des douleurs à certains endroits. Et puis je propose et on discute ensemble de ce qui est possible pour la personne de mettre en place, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit dans son hygiène de vie globale. Et puis les plantes là-dessus viennent se rajouter pour apporter un soutien, un complément en plus. En aromathérapie, je travaille plutôt sur tout ce qui est la gestion des émotions, beaucoup avec les huiles essentielles. Je trouve qu'elles ont ce côté presque magique de l'impact des odeurs sur nos émotions, sur notre psychisme, pour aider peut-être à mieux gérer un stress au quotidien, pour aider à s'endormir, vraiment pour ce Et côté. justement, ça, tu arrives à l'expliquer biologiquement, physiquement? Oui, ouais, ouais, on sait, et il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, quand on respire une odeur, les petites molécules aromatiques qui la constituent arrivent au niveau de notre nez, ce bulbe olfactif, l'information est directement codée en signal électrique et chimique qui arrive au niveau de notre cerveau directement. Avant même qu'on ait l'impression de respirer de la lavande, le cerveau, il a déjà analysé plein de choses, il a pu faire remonter des souvenirs qui nous ont fait penser peut-être vacances en Provence, au tiroir, souvent on me dit de ma grand-mère qui sentait cette petite odeur de lavande. Il y a énormément de choses qui vont se passer au niveau cérébral avant même qu'on en ait conscience et qui vont agir aussi sur notre état nerveux, sur certains nerfs pour apaiser par exemple le nerf vague, donc apaiser notre rythme cardiaque, la respiration. Et tout ça, c'est pour ça que je mentionne aussi souvent la lavande, c'est que si on apprécie cette odeur, si le cerveau a des souvenirs positifs et si c'est une odeur qui nous fait du bien. Si c'est une odeur qui, au contraire, nous rappelle plutôt un traumatisme ou un moment de notre vie, on l'associe avec quelque chose de plutôt négatif, elle va pas du tout nous apaiser. Et donc du coup, des personnes viennent en fait avec des troubles du sommeil par exemple, ou des troubles digestifs, des choses comme ça et grâce à des odeurs, grâce à une prise en charge autour, des plantes ou de l'odorat, tu arrives enfin la phytoaromathérapie arrive à gérer ça, à le moduler, à le Accompagner, effectivement. Alors, souvent, l'accompagner? quand il y a une problématique, que ce soit un trouble digestif, que ce soit un trouble du sommeil, un trouble hormonal, il y a énormément de causes qui sont liées. Mmh. Est-ce qu'il y a une mauvaise alimentation au départ? Est-ce qu'il y a un déséquilibre hormonal qui est là? Est-ce qu'il y a une inflammation? Donc, on ne va pas travailler uniquement avec les plantes, elles vont permettre d'accompagner dans la globalité. Et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de poser pas mal de questions pour choisir aussi la plante qui sera la mieux appropriée dans ce contexte-là. Parce que, par exemple, pour une problématique du sommeil, il pourrait y en avoir une vingtaine possibles, mais lesquelles vont être les plus adaptées à la personne. Et elles vont permettre un petit coup de pouce en plus pour venir soutenir. Si l'alimentation n'apporte pas suffisamment ce que la personne a besoin, ben, avec certaines plantes sous une forme de tisane, sous une forme de gélule, de teinture mère, on va l'apporter en plus. Et puis ce côté effectivement olfactif que j'apporte avec les huiles essentielles. Alors elles ont aussi d'autres très belles propriétés, hein. On me consulte aussi pour des problèmes au niveau de la peau, d'un coup, d'une blessure, où là, appliquées en cutané, elles ont aussi de super pouvoirs à ce niveau-là, en cutané directement, pas juste pour leur usage olfactif. Ouais.
Et tu l'as un peu évoqué sur, le f enfin, on l'a évoqué même tout ensemble, sur le fait que ce soit pas encore connu ou en tout cas, enfin, voilà, qu'il y a encore des choses et le besoin d'expliquer. Et comment toi est-ce que tu sais et tu sais justifier comment ça se fait que, justement on en soit là? C'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que c'est pas reconnu ou est-ce que c'est quand même utilisé finalement, dans d'une autre manière et on s'en rend pas forcément compte? Ou est-ce que c'est, le monde pharmaceutique qui, voilà, qui bloque? Enfin, j'en sais rien, mais voilà, quelles sont les raisons qui font que pour le moment, on ne l'utilise pas autant que ça et c'est pas connu? Ouais. Je pense qu'on a perdu tout ce savoir-là, puisque c'est quand même à la base de notre pharmacopée. Les médicaments viennent au départ, c'est des principes actifs issus des plantes. Donc on les a beaucoup utilisés. Je pense qu'on les a mis un petit peu de côté, ben, parce qu'on a eu l'avènement de la pharmaceutique, molécules synthétiques, où ça a fait un boom aussi, et on a eu de grosses avancées qui ont été permises par ça. Mais du coup, on a délaissé un petit peu le côté nature. On s'en est de plus en plus détourné, entre guillemets. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une volonté de retourner à la nature. Je pense qu'on l'a vu aussi pendant cette période Covid. Il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de se soigner un peu plus naturellement ou de prendre soin d'elles un peu au naturel. Alors, sans dissocier de la médecine allopathique et des médicaments où il y en a besoin dans certains cas et voilà, on ne va pas se couper de ça, mais de réapporter pour certaines choses, peut-être de retrouver cet usage des plantes qu'il y a encore des populations partout dans le monde qui les utilisent. Et scientifiquement, on a de plus en plus d'études aussi autour des plantes pour montrer leur réel intérêt et leur réel bienfait. Et voilà, dans cette globalité, tu parles aussi, sur ton site d'une volonté de transmettre, puisque tu transmets beaucoup d'informations, que ce soit sur ton site ou que ce soit sur ton Instagram. Tu es dans le partage d'informations, justement pour avoir un mode de vie plus simple, plus naturel et éco-responsable. C'est ce que tu dis, sur ton site. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour, par où on commence? Ou qu'est-ce qui peut être simplement applicable chez nous? Ou voilà, dans notre quotidien pour, justement adopter ces réflexes, et adopter, un mode de vie un peu plus, équilibré. Oui. Bah, revenir à des choses simples. C'est vrai que j'ai aussi beaucoup évolué dans mon utilisation de l'aroma et de la phytothérapie, parce que l'aromathérapie, ça reste quelque chose qui n'est pas forcément très écologique. Ça demande beaucoup de plantes, beaucoup de matériel au départ pour en produire. Il peut y avoir des plantes qui viennent de très loin. Donc j'ai aussi essayé de revoir en utilisant des plantes qu'on peut avoir autour de nous. Ça peut être aussi un peu des mal-aimés. L'ortie, par exemple, on la délaisse souvent comme une mauvaise herbe, alors qu'en fait, tout le monde en a dans son jardin ou autour de soi. Et ça reste une merveilleuse plante en termes de propriétés thérapeutiques. Donc d'essayer de s'intéresser un petit peu à ce qu'on a autour de nous, ce qu'on peut faire de manière plus simple, de retrouver le local, que ce soit en alimentation ou avec les plantes d'ailleurs aussi, mais d'y aller petit à petit. Je pense qu'on a eu toute cette révolution un peu zéro déchet aussi, de Mmh. retour au naturel, mais sans se mettre la pression et se dire: «Bah, il faut que je jette tout ce que j'ai à la maison» et que je retombe un peu dans un achat, consumériste, de plein de produits zéro déchet, mais essayer, voilà, de faire en conscience de ce qui nous parle, de nos besoins aussi, d'y aller progressivement, Donc on peut avoir, aussi la possibilité de le faire avec des plantes, ce que tu dis, voilà, qui nous sont proches ouais. et réduire aussi, effectivement, avoir une attitude éco-responsable dans l'utilisation de l'aromathérapie, quoi. C'est ça, oui, de trouver par exemple des huiles essentielles, j'essaie de chercher celles qui ont le meilleur rendement, donc on n'a pas besoin d'énormément de matériel pour avoir derrière une bonne quantité d'huile essentielle, de travailler plutôt en local avec des petits producteurs locaux. Par exemple, l'arbre à thé, que tout le monde connaît souvent, le tea tree, c'est une plante qui vient de très loin, souvent d'Australie. Euh, En France, on a aussi des plantes qui ressemblent en termes de biochimie, de molécules qu'elles sont à l'intérieur, et donc on peut trouver un équivalent. Ça peut être avec un laurier noble, par exemple, qu'on a plus local et qui, pour certaines applications, pourront avoir les mêmes propriétés et autant passer sur cette plante-là. C'est vrai qu'on m'a dit aussi, bah, plus naturel, je veux faire ma lessive maison, ce qui est très bien. C'est vrai que je propose aussi, moi, des recettes de lessive maison, mais pour le coup, ne pas mettre d'huile essentielle à l'intérieur, en fait, ne pas aller la parfumer avec des huiles essentielles. L'odeur ne va pas rester, elle va s'évaporer. Alors qu'on peut très bien mettre un petit brin de lavande si on en a un, si on veut, dans son placard, mais laisser l'odeur avec l'odeur de savon, entre guillemets, retrouver une odeur un peu plus simple et garder les huiles essentielles quand on en a vraiment besoin en thérapeutique, dans un besoin bien précis et ne pas le Ouais. lâcher pour autre chose. Ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a vu plein de tutos, là-dessus, sur, faire, ses propres lessives et effectivement, il y a des petits trucs en plus qui peuvent être enlevés, voilà, pour avoir
une éthique un peu plus, responsable, quoi. C'est ça. Mais je pense Tu as qu'on aussi chemine aussi, là-dessus, petit à petit. pardon, vas-y? On chemine aussi, Mmh. là-dessus petit à petit et puis on sait qu'on a fait des choses pendant quelques années et puis on réfléchit un petit peu à son impact aussi, on essaie de trouver autre chose. On ajuste. Ouais, ouais, tout à fait. Et dans ton travail, tu as aussi, vraiment une spécialité autour de la femme, en tout cas autour, dans son ensemble, j'ai envie de dire, voilà, de, la, préconception à la maternité, même aux enfants, hein. Il y a tout un pan, pédiatrique que tu aimes aussi, proposer. Hem, Comment ça t'est venu? Est-ce que c'est parti d'un réel besoin ou d'un manque que tu as constaté? Ouais, je pense c'est venu de 2 choses. L'un parce que c'était une problématique qui m'a touchée moi personnellement, en termes de problématiques hormonales, autour de moi, par des amis et des amis d'amis, notamment je pense à tout ce qui est parcours PMA et difficultés de conception, tout ce qui est douleurs de règles, endométriose, ou alors on en parle de plus en plus, mais en fait il y a énormément de femmes qui en souffrent en silence. En plus on a un retard de diagnostic qui est assez important, encore aujourd'hui et voilà, j'ai eu envie d'essayer de m'y intéresser un petit peu plus, donc de me former plutôt autour de ces problématiques et d'avoir un accompagnement que je peux proposer en plus de leur parcours médical. Tu parles aussi d'un accompagnement et d'une volonté de transmission autour du cycle féminin. Mm, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter, en fait? mm. Moi, je me suis formée avec Marion Vallet, je vous encourage à aller voir aussi son livre et ce qu'elle a fait. Euh, je trouve qu'en fait, pour moi et puis pour ma génération, on se rend compte assez tard qu'on ne sait pas comment fonctionne son cycle féminin, qu'est-ce qui se passe. Tout ce qui est glaire cervicale, par exemple, on pense à quelque chose de tabou, alors qu'en fait, ça fait partie de nous, ça fait partie de ce qui nous constitue. Et la fertilité, c'est aussi un signe de bonne santé. Avoir des douleurs, ne pas avoir ses règles, c'est pas normal en soi, c'est que quelque chose ne fonctionne pas bien dans le corps. Donc j'ai voulu me former autour de ça, de vraiment comprendre comment est-ce qu'on fonctionne physiologiquement. Et ça me permet aussi dans mes accompagnements, que ce soit en préconception, que ce soit après la grossesse, d'expliquer aux femmes comment fonctionne leur corps, comment va se remettre en place le cycle. Et ça permet aussi d'anticiper quand il y a certaines douleurs, ben peut-être arriver à suivre son cycle, arriver à avoir repéré les moments d'inconfort et pouvoir les anticiper en amont, que ce soit avec la prise de certaines plantes, avec l'alimentation, l'adapter au cours de son cycle pour le vivre beaucoup mieux. Oui, donc dans la transmission et dans l'accompagnement autour du cycle féminin, tu, utilises la phytoaromathérapie. On est d'accord? Ouais. Et on l'adapte. C'est vrai qu'il y a certaines plantes qui vont avoir, on parle souvent du gâtillier, là, c'est celui qui me vient en tête, mais c'est une plante qu'on prend pas n'importe comment et pas à n'importe quel moment du cycle. Il faut que la femme sache reconnaître, par exemple, son ovulation, qu'elle sache reconnaître ce qui se passe dans son corps pour pouvoir la prendre au bon moment sur la bonne phase du cycle et que là, tout son intérêt. Si on la prend trop tôt et qu'on vient bloquer l'ovulation, par exemple, perturber. Donc, c'est important de se comprendre soi pour pouvoir ensuite adapter au mieux la prise des plantes et ce qu'on va pouvoir faire au quotidien. Et toi qui travailles avec, des médecins, qui est dans le monde médical, tu trouves qu'il y a une évolution, qu'ils sont de plus en plus à l'écoute de ça aussi, ils ont un rôle, hein, de transmission, de faire comprendre aussi parce qu'on l'apprend pas à l'école, donc concrètement, qui l'apprend? Comment on l'apprend? Est-ce que tu vois une évolution sur ce sujet? Oui, même s'il y a encore des choses à faire, parce que dans certains programmes de faculté, on l'enseigne pas encore. Et on nous dit toujours c'est le cycle 28 jours, ovulation J14 par exemple, pour revenir sur le cycle. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Euh, je suis assez agréablement surprise aussi de voir qu'on peut avoir des échanges constructifs avec des professionnels de santé et de vraiment travailler ensemble, main dans la main, en ayant chacun voilà ce qu'on fait. Moi, je pose pas de diagnostic, par exemple, ça c'est vraiment le médecin qui va le faire, qui va suivre l'accompagnement de la personne, mais qui du coup on peut échanger. Pour je dis voilà ça je pourrais proposer telle plante, est-ce que vous êtes en accord avec ça en termes du médicament que lui il a pu proposer et qu'on puisse travailler ensemble. Et je pense qu'ils sont de plus en plus ouverts aussi. Euh, J'accompagne aussi en milieu hospitalier des équipes qui ont envie d'introduire l'aromathérapie dans des protocoles de soins, que ce soit pour une gestion de la douleur ou alors en préopératoire pour diminuer le stress par exemple. Et là, c'est eux qui en font la demande, donc il y a une personne au sein de leur équipe qui est plutôt intéressée par ça. Et puis donc il faut écrire des protocoles assez codifiés pour qu'il y ait au départ des essais en clinique avec peut-être tant de patients qui seront inclus. Mais moi, je les aide sur le volet scientifique, voilà, de leur montrer, ben,
tel lieu a telle propriété, ça serait pas mal de l'inclure dans le protocole ou d'essayer de formuler une synergie qui soit adaptée. Donc ils sont ouverts à ça, il y a de plus en plus de demandes en France en tout cas. Ouais. Tu participes et tu contribues à justement ce changement et cette évolution quelque part. À ma petite échelle, mais oui, je pense que, bah, les mentalités changent aussi, on a envie de voilà et c'est important pour moi de le faire de manière sécuritaire, de pas faire n'importe quoi, d'allier, à la fois la science et ce qu'on apprend et ce qu'on découvre aujourd'hui avec la tradition souvent pour des plantes qui sont utilisées depuis très longtemps, voilà et d'en tirer le meilleur en étant conscient aussi, ben, des risques et des contradictions, quand il y en a. Tu as aussi un engagement, associatif. C'est quelque chose d'important pour toi? C'était important en fait d'avoir cet engagement? Oui, parce que je pense qu'on reste encore, des professions, que ce soit naturopathe, ce que je fais en aromaphytothérapie, qui sont très souvent, donc d'un, pas remboursées par la sécurité sociale. Alors des mutuelles commencent petit à petit à prendre un remboursement, mais faire cette démarche de venir en consultation, c'est pas forcément évident, ça reste onéreux et j'en suis consciente et je pense que le pouvoir aussi apporter en nombre certaines connaissances, certaines réapprendre à être actrice de sa santé, de son corps, c'est important et pour moi, le faire en petit comité qui permet aussi plus d'échanges, plus de partage, ça me tient à cœur aussi, d'apporter des connaissances d'une manière différente pour des personnes qui viendront pas en consultation. Ouais, c'est vrai et mais bon, tout le monde n'a pas forcément cette démarche-là et bravo à toi de l'avoir, mise en place parce que ça t'ajoute aussi enfin voilà, c'est du plus, quoi. Oui. Puis après, c'est vrai qu'il y a une association, par exemple l'asso Endopeka, où on rassemble des professionnels de santé et du bien-être. Là, c'était aussi pour moi important d'y adhérer parce que ça nous permet d'être en relation les uns avec les autres, de pouvoir échanger, de pouvoir continuer à s'informer, à se former pour qu'on soit aussi de plus en plus nombreux à être conscients de ces problématiques hormonales, je pense endométriose, SOPK, dont on parle encore assez peu. Donc c'est important qu'on soit aussi en réseau pour bah, s'entraider, pour avancer dans les connaissances et accompagner derrière au mieux la personne et son entourage. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets, Nathalie, sur, voilà, sur tes projets? Alors les formations, déjà tu termines une formation, donc ta formation de naturopathe, Oui, qui sera validée d'ici 2 mois, c'est ça? oui c'est ça. Mm. Et est-ce que tu as d'autres projets à nous partager, d'autres choses sur lesquelles tu as envie de t'investir, prochainement? Oui. Bon, je fourmille d'idées, c'est juste que le temps dans une journée n'est pas extensible. J'ai pas mal de projets de formation. Là, il y a un module de formation autour des microbiotes, de leur lien entre le microbiote intestinal et puis tous les microbiotes urogénitaux, cystite chronique, mycose à répétition, qui me tenaient à cœur. Et donc, où j'ai l'Institut I2F Formation à la fertilité qui m'a proposé d'animer ce module. J'ai des projets aussi au niveau de certains médias, télévision et radio, D'accord, ouais. pour intervenir sur des sujets autour de la femme, voilà, sans en dire plus pour l'instant. Des Tu projets nous d'écriture, gardes un peu de suspense, c'est ça? c'est ça. Mais ça devrait bientôt pouvoir vous en dire plus. Euh, J'écris aussi des articles et puis j'ai envie de continuer là-dedans, dans toujours ce partage de connaissances dans un article scientifique sur un thème donné. C'est des choses que j'aime bien faire et qui me permettent de rester en lien peut-être aussi avec ce que je faisais avant, d'aller rechercher de la biblio, d'aller rechercher des Mmh. sources. C'est quelque chose que Côté j'aime. recherche te manque, parfois un peu alors Oui, finalement? un petit peu, mais du coup, je m'y retrouve par ce côté-là, d'aller toujours Comme creuser tu le veux en fait, à ta dose. un à l'autre, c'est ça. Hem, Après, peut-être animer, j'anime déjà pas mal d'ateliers, mais le faire plutôt autour de balades botaniques, par exemple, dans ma région, essayer de faire découvrir un petit peu plus nos plantes locales. Voilà, Mmh. c'est ce que j'aimerais mettre en place sur les mois qui vont venir, peut-être plutôt 2023. Oui, bah, tu risques pas de t'ennuyer, c'est bien. C'est ça. Nathalie, avant de conclure, cet échange, j'ai quelques questions autour d'Elles agissent, autour de l'action, autour de voilà, que j'aime bien, terminer, par ces questions. C'est pas les mêmes que pour le live. Est-ce que du coup, Nathalie, tu peux nous parler, de quelque chose qui t'a aidé, que ce soit un livre, un moment, ton entourage, peu importe, qui t'a permis en fait de te construire et d'être celle que tu es maintenant? Oui. Mais il y a plusieurs petites choses et je pense qu'il y a déjà mes parents et la sensibilité qu'ils m'ont donnée, en termes d'éducation, de valeurs, d'ouverture d'esprit autour des plantes, autour de la nature et de voilà, d'être responsable de ce qu'on avait autour de nous, de l'écoute aussi, des autres.
Après dans mon parcours scientifique, de formation, d'éducation, il y a eu plusieurs personnes aussi qui m'ont inspirée petit à petit. En phytothérapie, je pense beaucoup, à Caroline, Gaillet en phytothérapie, Christophe Bernard d'Altea Provence, Aude Maillard avec qui je me suis formée autour de l'aromathérapie, voilà, qui petit à petit m'ont fait me poser pas mal de questions, m'ont fait creuser toujours plus loin. Récemment, je pense qu'il y a un livre qui m'a beaucoup marqué et que j'aime bien conseiller, c'est le livre d'Aline Mercant sur une phytothérapie plus responsable, plus éco-responsable, se soigner sans piller la nature. Et je trouve que ça m'a éveillée. J'avais déjà cette conscience-là, mais il y a pas mal de petites choses qui m'ont marqué et dont je me suis dit oui, c'est vrai que il faut qu'on y fasse aussi un peu plus attention parce que oui, retourner au naturel, mais sans aller piller et dégrader ce qu'elle nous offre et au Mmh. contraire en la protégeant. Je pense que ça, c'est un livre qui éveille pas mal la conscience autour de la phytothérapie. Euh, Après, peut-être aussi Marion Vallée, pour le coup, sur tout ce qui est cycle féminin. Je pense que ça a été la lancée aussi de plein de projets professionnels que j'ai actuellement, des rencontres que j'ai pu faire derrière avec les sages-femmes avec qui je travaille. Et puis moi, dans ma pratique et dans la manière dont j'aborde mes consultations aussi. Est-ce qu'il y a une construction, alors, construction sociale, un mouvement collectif que tu aimerais changer? Voilà, quelque chose qui est un peu automatique, qui est encore ancré, dans la société et que tu aimerais, que voir évoluer ou voir changer? Mm. Ouais, peut-être toujours autour de la femme. Je pense qu'il y a encore trop cette notion que la douleur, elle est normale, que c'est tabou, qu'on n'en parle pas, que oui, la femme, elle doit souffrir pendant ses règles. Autour du postpartum aussi, ça reste quelque chose d'assez tabou, tout ce qui est douleur, difficulté, émotionnellement, ça reste des choses dont on parle encore assez Mmh. peu et où je trouve que ça, c'est important de pouvoir en parler, éveiller les consciences autour de ça et aider ces femmes qui souvent souffrent un peu dans l'ombre en pensant que ou c'est normal ou on n'en parle pas parce qu'elles risquent d'avoir des critiques derrière. Ouais, c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet et merci de le souligner une nouvelle fois, quoi, c'est clair. Hem, autour alors si tu avais la possibilité, en fait, de mettre en place une loi, sans, voilà, rentrer dans la politique et cetera, mais qui, selon toi, permettrait d'agir concrètement, permettrait de modifier des choses, vraiment, profondément, ça serait quoi? Alors, je sais qu'il y a des choses qui commencent à bouger. On parle beaucoup d'endométriose et le gouvernement a voilà, essayé de mettre en place pour qu'on la reconnaisse un peu plus comme affection de longue durée. Pour moi, ça serait de l'étendre à toutes les pathologies féminines. En fait, il n'y a pas que l'endométriose, il y a toutes ces femmes qui se trouvent d'un syndrome prémenstruel vraiment handicapant, de SOPK, de douleurs de règles. Enfin, faire reconnaître un petit peu mieux la femme, le cycle féminin et l'accompagnement de la douleur Mmh. autour de ces problématiques. Dans son ensemble, en Dans fait, son ouais. ensemble, voilà, et pas juste oui, il faut parler d'endométriose, il faut faire avancer la recherche autour de l'endométriose, mais c'est pas, voilà, la seule problématique, en France et il y en a beaucoup d'autres qui restent que dans l'ombre et peut-être faire porter quelque chose tout autour de toutes ces troubles, hormonaux et gynécos. Ouais, ouais, tout à fait. Et sur une note un peu plus légère, pour une dernière question, est-ce que tu peux nous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec, ce dont on a abordé là, la thématique qu'on a abordée, ton métier, et cetera, mais qui fait quand même partie de tes ou de ta passion, un autre domaine que voilà, qui fait que tu es toi aussi? Hem, est-ce que tu as quelque chose à nous présenter? Hem, il y aurait plusieurs choses, il y a la cuisine, j'adore cuisiner, enfin et bon, ça rejoint quand même mon travail parce que j'essaye toujours d'apporter des recettes, voilà, d'aider, Tu peux pas t'en comme empêcher. possible, ouais. Heu, la photographie aussi, les balades, la Ah ouais? randonnée, enfin voilà, j'adore, partir découvrir, de nouveaux endroits, marcher dans la nature, Oui, d'ailleurs, ton compte Instagram est aussi très, visuellement travaillé. Il y a le contenu qui est riche, mais il y a aussi du visuel. ouais. Bon, j'ai un gros soutien à la maison de mon compagnon Ah, qui m'a pas mal lancée sur le côté visuel et après tout ce qui est photo aujourd'hui, voilà, je j'y prends ça te goût, plaît? j'aime Ouais. beaucoup, donc c'est quelque chose qui est important pour moi, oui, que ça soit joli en plus et que ça donne aussi envie de au-delà du message de fond, mais qui est quelque chose visuellement qui soit joli, donc j'aime bien y passer du temps, Mmh. je suis souvent dans mon salon, dans ma cuisine, à mettre en scène un petit peu les choses et à prendre des photos, ouais. Pour te contacter, c'est, ton site, Instagram, où est-ce qu'on peut te joindre, sur quel réseau?
Je suis sur Instagram et sur Facebook, donc les carnets naturels de Nat. Il y a mon site internet aussi. Et puis pour ceux qui sont en région lilloise, voilà, je consulte dans deux cabinets, Bimom et Jeanne et les enfants à la Madeleine. Voilà. Merci beaucoup Nathalie pour ce Hum, moment. Merci à toi, Émilie. À très bientôt. À très Merci. bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt.